Ok, du coup, aujourd'hui, on va changer un peu de sujet et on va pas parler directement d'une structure de données, on va donner quelques exemples, mais on va parler de ce que c'est la récursivité. Du coup, peut-être que vous avez déjà entendu parler, en tout cas, la majorité qui a déjà fait de la programmation a déjà entendu parler, je suppose. C'est la récursivité se fait dans ce qu'on fait à deux niveaux. La première niveau, c'est la récursivité des structures de données. Donc, qu'est-ce que ça veut dire que ça soit récursif? C'est qu'il y a une chose qui est définie à partir d'elle-même. Okay? Donc, on parle de deux types de récursivité ici. C'est une sur les structures de données. Donc, si vous avez bien vu, il y a les listes chaînées, ont une cellule qui contient la valeur et un pointeur. Et donc le pointeur, je vais peut-être juste souligner le pointeur. Le pointeur est un pointeur vers une nouvelle cellule. Et du coup, elle est définie en fait à partir d'elle-même. Il y a une cellule et puis un pointeur vers la cellule. Et du coup, il y a un aspect récursif dedans dans sa définition. On va revenir plus sur les listes chaînées plus tard. Donc la récursivité se fait à deux niveaux. Et l'autre niveau, c'est la récursivité des fonctions. Et du coup, c'est quand on a une fonction qui s'est définie à partir d'elle-même. Et donc, je suppose que vous savez tous que c'est le factoriel. Et du coup, factoriel, c'est une fonction qui est, surtout de l'implémentation en C, ça ressemble ça. Factoriel de un numéro n est n fois le factoriel de n-1. Excuse-moi. Et du coup, si vous regardez bien, il y a deux aspects ici. Et le côté récursif est parce que la fonction est définie à partir de elle-même. Donc, vous allez voir que dans la définition, il y a factoriel de n dépend de factoriel de n. Il y a un côté récursif, un côté où il se rappelle. Et il peut y avoir une récursivité directe. Donc ici, c'est factoriel qui appelle factoriel. Ou ça peut être la fonction qui appelle une autre fonction qui ensuite rappelle la fonction originale. Et donc on peut avoir des espèces de boucles comme ça entre les fonctions. Quand vous allez implémenter quelque chose comme ça, il faut faire attention juste de ne pas boucler à l'infini. Okay? Pour ça, on va parler de ce que c'est les cas général et le cas terminal. Le cas général, c'est ce qui va se passer la majorité des fois et permet de boucler. Et puis le cas terminal, c'est quand on a trouvé ce qu'on cherchait ou on arrive au but du calcul et puis on finit. Et ok, donc un exemple, on va peut-être moins regarder le pseudocode, on passe direct en code C. Donc si vous regardez factoriel, une implémentation de factoriel en C et factoriel, retourne un entier et prendre un entier en paramètres. Et puis, factoriel de 0 par définition, c'est 1. Donc ici, c'est condition de terminaison. Pourquoi il fait ce truc bizarre? Eh ben non. Moi, je sais pas ce que j'ai fait à mon outil. Ah, l'autre, il marche. Bon, c'est pas très grave. Arrow. Eh ben, j'ai cassé pour faire les... Bravo, Walter. Bravo. Pas comme s'il y avait 50 000 options. Hein. Il y en a 3 ou 4. Attends, peut-être il n'aime pas vert. Non. Pas le vert qu'il aime pas. Ce truc là.
Je vais prendre une seconde parce que je l'ai écrire dans les slides directement. Bien, pen. Later. Bon, on va peut-être changer d'outil. Pen. Bravo. Caramba pour Yanis. Merci. Vous voyez, bac plus 12 et puis ça ne nous évite pas de passer pour un nul devant tous les élèves. Ok. Du coup, ouais, du coup, je disais factoriel ici est défini à partir de factoriel. Okay, donc il y a un côté récursif. Par définition, on disait factoriel de 0 est toujours 1. Donc c'est dans la définition de factoriel. Donc ici, on parle de cas terminal. C'est le cas où, au lieu de continuer à faire des calculs, on finit l'exécution de cette fonction-là. Okay. Ce qui est important de voir, c'est que comme elle va s'appeler à elle-même, la première appel à factoriel, donc si nous on fait par exemple une fonction, attends, je vais changer cette couleur pour lui. Si on fait comme les images que je vous ai montrées avant, on a une fonction factorielle et là une variable n de type int dedans. Cette n est quelque part dans la mémoire. Elle vaut, donc supposons qu'il y a un main qui l'appelle, elle vaut la valeur fournie par le main. Donc si c'est 4, par exemple, pour ne pas faire très gros, on voit bien que 4 n'est pas 0, et donc elle va retourner le factoriel de 3, n fois le factoriel de 3. Et du coup, il y a un appel ici, supplémentaire vers factoriel. Avec n, int. Et n vaudra 3. Et puis, comme n vaut 3, elle va rappeler factoriel. Elle va rappeler factoriel. Donc ici, n vaudra 2. Nouvelle fois, n vaudra 1. Et puis, nouvelle fois, n vaudra finalement 0. Et puis, quand n vaut 0, ça va retourner. Et ce qu'il faut voir, c'est que même dans un cas tout petit, la récursivité, ça va utiliser des fonctions pour stocker des variables. Donc, en fait, il n'y a pas une seule variable n, il y a une variable n pour chaque factoriel qui est ouvert. Et c'est le temps qu'on arrive à la condition de terminaison, il y a toutes ces fonctions-là qui se sont ouvertes. Donc, ça va consommer de la mémoire, ça va stocker des variables. Donc, c'est pas forcément beaucoup de mémoire, mais si on fait ça 10 000 ou 15 000 fois, il y a quand même un petit chargement de tout le contexte de la fonction qui s'est fait. Et du coup, c'est un peu plus coûteux que une version itérative juste avec une boucle. Pourquoi on le fait? C'est parce que souvent, ça se prête bien pour certains programmes où ce type de séparation des données dans des fonctions, ça nous permet aussi d'exécuter une fonction sur plusieurs machines, donc de le distribuer plus facilement. Donc il y a des arguments pour le faire. Mais il faut être conscient que jusqu'à là, sur une seule PC, sur un seul processeur, une seule mémoire, ça va consommer plus. Et donc quand on arrive à n de 0, il y a finalement un return de 1 et vers cette fonction précédente, le factoriel. Et puis lui, il va faire son n fois factoriel de 0. Et du coup, il va faire 1 fois 1, et puis il les retourne, etc. Okay? Et il y a tous ces retours-là de fonctions qui finalement vont nous produire le résultat. Donc quand lui il finit, il va renvoyer le résultat final au main. Okay? Ça ressemble quelque chose un peu comme ça avec une factorielle un peu plus grande. Okay? C'est important de le voir. Factoriel de 10, c'est 10 fois factoriel de 9, puis 8, 7, 6. Et toutes ces fonctions-là sont ouvertes. Okay? Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Stack Overflow ou débordement de pile.
Donc, on va voir des piles plus tard, mais quand on exécute du code en C, on va, donc, ces éléments de contexte ici, on va les stocker. Chaque fonction va sur la pile d'appel. Okay? Donc, il y a le main qui est ouvert et lancé, donc ça va sur la pile d'appel. Puis au-dessus du main, on va, ou en bas, ça dépend, comme vous voulez le voir. Ici, j'ai fait plus vers le bas. Mais au-dessus du main, on va stocker l'appel de factoriel, et puis le deuxième appel de factoriel, puis le troisième appel de factoriel, quatrième, cinquième, dixième, etc. Et si j'arrive à faire suffisamment d'ouverture de fonctions sans les fermer, parce que chaque fermeture, après, ça fait de la place. Si j'ouvre trop de fonctions, je vais finir par déborder la pile. Donc, je vais excéder la quantité de mémoire permis par la machine et configurée. Et et puis plus grande et plus il y a des variables dans ces appels, plus rapidement j'arrive à déborder la pile. Et la pile n'est pas très très grande. Juste comme ça de tête, je dis quelques mégabytes, mais il faudrait vérifier. C'est probablement moins même. Regardez vite fait avant de dire des conneries. Stack size Linux. Qu'est-ce qu'il... On le fait ensemble. Thread size, alloc. Yeah. Ok, donc ulimit S. Donc ulimit, c'est une commande qui nous permet de voir un peu des... ouais, donc 8 kilooctets. Ok. Ulimit nous permet de voir quand même pas mal d'infos sur l'UPC. Et bien sûr, tout est configurable, mais les défauts sont relativement raisonnables. Et donc, avec Ulimit, on peut voir, par exemple, la priorité de base des processus. Pour mon utilisateur, donc moi, c'est Rudamet, ici, vous pouvez le voir. Ça, c'est les différentes valeurs qui sont données. Avec root ou l'administrateur, ça serait peut-être un peu différent. Il te dit aussi si j'ai des limites sur la quantité de mémoire que je peux utiliser. Une qui arrive de temps en temps, c'est l'ouverture des fichiers. Donc, je peux ouvrir jusqu'à 8000 fichiers et j'ai dû grandir ça parce qu'il y a Chrome et d'autres outils qui ouvrent quand même beaucoup de fichiers en même temps. Pas forcément mauvaise pour la perf, mais il y a quand même une structure de données qui est gardée en mémoire et donc d'où la limite. Et puis le stack size, c'est la taille de la pile d'appel. Donc j'ai 8 kilooctets pour jouer avec la pile. Si mes variables vont dépasser cette taille-là, après je vais tomber dans... si les appels de fonction plus les variables qui sont stockées dedans, donc la pile d'appel dépasse les 8 kilooctets, ça va planter. Et il va me dire stack overflow. Et tu peux mettre aussi des limites de CPU et toutes ces choses-là. Ok, on va revenir sur le cours. Du coup, pourquoi on fait de la récursivité? C'est quand on conçoit les algorithmes, il y en a beaucoup qui se font très bien en récursif et qui sont plus faciles à implémenter. Du coup, plus facile à lire, plus facile à comprendre. Et tu as aussi un cas où, si vous regardez, l'état n'est pas dans des variables globales ou des choses comme ça. Ici, l'état, on parle de l'état des variables. Ils sont stockés dans les fonctions. Et ça nous permet de plus facilement prendre un calcul, le diviser en sous-calculs et ensuite les envoyer sur plusieurs processeurs. Donc, si on revient sur le terminal, juste sur un PC relativement simple, ici, moi, j'ai 12 processeurs. Okay? C'est pas forcément des plus puissantes parce que c'est un portable, mais ça fait quand même 12 processeurs en continu qui s'exécutent. Et comme vous voyez, il y a OBS et Zoom, ils consomment un peu quand même de CPU. Et du coup, si je peux prendre une tâche complexe ou lent, et surtout lent, je peux les diviser en sous-tâches et le balancer sur 12 processeurs en même temps, je vais gagner quand même beaucoup en perf. Pas forcément 12 fois plus vite, ça dépend de comment c'est divisé et puis où sont les goulots d'étranglement, ça s'appelle? Ouais. Où sont des performance bottlenecks en anglais. Et du coup, je peux gagner peut-être pas beaucoup, mais si l'algo est bien fait, je peux gagner quand même 10 fois la vitesse ou 9 fois la vitesse.
Et il y a quelques cas rares où un algo gagne plus de, par exemple, pour chaque processeur ajouté, il va plus que incrément, ouais, pas comment le dire, il va plus vite que linéaire. Du coup, si je rajoute un deuxième processeur, il va plus que deux fois plus vite. Si je rajoute un troisième, il va plus que 3 fois plus vite. Okay? C'est rare ces algos-là, mais ça arrive notamment quand les problèmes de performance sont liés plus à la taille des caches des processeurs. Du coup, plus tu augmentes le nombre de processeurs, plus tu as de la mémoire stockée près des processeurs. On va peut-être continuer sur le cours. Du coup, 3 cas, on va les voir avec quelques exemples. C'est récursif, condition non récursif, donc quand on arrive par exemple sur une solution, et les conditions... Ouais, ça c'est pas vraiment une solution. Ça c'est plutôt quand on s'est dit que c'est plus la peine de continuer. Okay? Et puis condition de terminaison, c'est quand on arrive à une solution. On va voir. Donc, peut-être que vous avez entendu parler de Fibonacci, la suite de Fibonacci. C'est une suite qui est plutôt simple. Je ne sais pas si vous lisez les slides, peut-être ici. Du coup, suite de Fibonacci, c'est le premier numéro de la suite, c'est f de 0. Et par définition, ça vaut 1. Et f de 1, par définition, excuse-moi, f de 0 vaut 0 et f de 1 vaut 1. Et f de 2 et tous les numéros suivants sont composés de l'addition des deux numéros précédents. Et du coup, f de 2 vaut f de 1 plus f de 0. F de 3 vaut f de 2 plus f de 1. 5, 6 vaut... etc. OK? Et on peut aller effectivement loin jusqu'à arriver à f de n vaut f de n moins 2 plus f. OK? Donc ça, c'est la suite de Fibonacci. Après, on le retrouve parfois dans la nature où il y a des endroits où cette suite est importante. Du coup, par définition, on peut dire suite de Fibonacci, c'est f de n vaut 0 si n égale à 0, 1 si n égale à 1, et elle vaut f de n moins 1 plus f moins 2 si n supérieur à 1. Comme vous voyez, il n'y a pas de suite de Fibonacci pour les nombres négatifs. Ok, à partir de ça, est-ce qu'on peut implémenter un code C relativement facilement qui fait ça? Oui. Du coup, ça pourrait ressembler à quelque chose comme... on sait qu'il prend un entier en paramètre, on va l'appeler n pour rester dans le style, et on voit bien que et il retourne une valeur pour dire ça c'est le résultat. Donc si n égale à dans un premier temps, on pourrait faire quelque chose comme ça. Okay. C'est les deux retours dont on parlait. Et ça, on pourrait aussi le résumer dans une seule condition. If n est plus petit ou égal à 1, return n. Okay. Dans un cas où on reçoit 0, on retourne 0. Dans un cas où on reçoit 1, on retourne 1. Et du coup, il y a juste un seul test à faire pour les deux cas.
Moi, je vais le laisser comme ça. Et ensuite, on va parler de la récursivité. Donc ici, c'est des cas terminales. On voit bien qu'il finit, il retourne une valeur. Il n'y a plus d'appel de nouvelles fonctions qui vont s'incrémenter, s'empiler sur la pile d'appels. Et du coup, pour le cas récursif, on fait un appel à Fibo de n-1 plus Fibo de n-2. Okay. Si jamais on se trompe et puis on fait par exemple Fibo de n, ici si j'appelle Fibonacci avec 3, je vais ensuite appeler Fibo de n-1 qui va re-rentrer et avec Fibo de 2 par exemple. Et puis il arrive ici, il appelle en premier, si vous regardez, il appelle Fibo de n-1 et du coup il va appeler avec Fibo de 1 et puis il va tomber dans un cas terminal et il retourne 1. Et c'est quand ces fonctions-là de gauche commencent à finir qu'ensuite il va essayer de faire celui de droite. Comment s'est trompé? Vous pouvez imaginer, dès qu'il appelle Fibo de 3, avec 3, il va revenir dessus. Et puis ensuite, il refait tout le parcours à gauche, inutile. Et puis il referme, et puis il fait le parcours à droite avec Fibo de 3. Et du coup, on va finir par avoir des Fibo de 3 qui s'empilent, qui font une petite parcours sur le Fibo n-1 de gauche, mais au fur et à mesure de chaque petit parcours, il y a un Fibo de 3 qui s'accumule sur le stack. Et du coup, ça va jamais finir, et on va finir avec un débordement de pile. Donc, n-2. Voilà, implémentation récursive et naïf de Fibonacci. Okay. On voit bien les deux appels, ici et là. Ok. Sur les appels, on peut voir, je l'ai un peu évoqué, si par exemple on fait Fibonacci de 5, on va voir que lui il appelle Fibonacci de 4, il appelle Fibonacci de 3. Ensuite, Fibonacci de... Je vais le faire dans l'ordre de notre algo, okay, pour que ça soit plus clair quel est le problème. On appelle en premier Fibo de n-1. Okay. Donc, Fibo de 5, est-ce que 5 est supérieur à 1? Bah oui, du coup, on va faire l'appel récursif. Sur la partie gauche, c'est la première fonction qui est appelée, c'est celui de gauche. Il va appeler f de 4. À partir de f de 4, il va dire, bah non, toi, tu es supérieur à 1, du coup, tu vas appeler f de 3. Et puis f de 3, il va dire tu es toujours supérieur à 1, donc il va appeler son f de 2. Et f de 2, il est toujours supérieur à 1, donc il appelle gauche f de 1. F de 1 n'est pas supérieur à 1, donc c'est là où on va commencer à retourner. Et donc il va retourner son 1. Ensuite, f de 2, ayant déjà reçu, si vous regardez le code, c'est cette partie ici, il a reçu le 1, du coup il appelle avec n-2. Donc 2 moins 2, c'est 0. Du coup, il va appeler son f de 0, qui va lui retourner 0. F de 2, il fait l'addition 1 plus 0. Si vous regardez bien, ici c'est l'addition, donc c'est ce qu'il fait juste avant de retourner. 1 plus 0, c'est 1, et donc il finit par renvoyer le 1. Ensuite, c'est f de 3. Son premier appel à Fibo, il a fini, et du coup, il va faire de la deuxième. Et ça va être f de 1. F de 1 n'est pas supérieur à 1, donc on commence le retour. Et il va retourner son 1. F de 3, il fait 1 plus 1, donc lui, il retourne 2. F de 4, donc il vient de finir à peine son appel de gauche. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à faire ses appels de droite. Son appel de droite, il a une seule. Et donc, il appelle F de 2.
f de 2, il va appeler, toujours sur la gauche en premier, f de 1, et il va retourner son 1. Et ensuite, il va appeler f de 0, qui va retourner toujours son. Et il fait l'addition, il retourne ça à f de 4, du coup ça va être 1. Et f de 4, il fait l'addition 2 plus 1. Ou 3. Je regarde bien dans les définitions, f de 4, il devait retourner le 3, donc c'est bien parti. Ensuite, f de 5. F de 5, il vient tout juste d'avoir le f de 4, et du coup, il doit appeler f de 3. Et on repart, hein? C'est f de 3 doit appeler f de 2, et lui, il va appeler f de 1. Et lui, il commence à retourner. Donc, on a 1 et f de 0. F de... C'est le truc. Et du coup, f de 2, c'est 1 plus 0, 0 c'est 1. Et f de 3, il lui manque toujours un appel, ça va être f de 1. Et ça va finir par retourner son 1. Donc f de 3, c'est 1 plus 1, c'est 2. Et c'est ce qui retourne au 5. Et 5, il fait 3 plus 2. Et donc, quand lui retourne au main ou à l'appelant original, il va retourner son 5. Okay? Du coup, on a un algo qui tient la route, qui marche, qui envoie des valeurs. Mais quel est le gros souci ici? C'est que dans cette implémentation naïve, on explore 2 fois les mêmes numéros. Regardez, quand on fait n-1 et n-2, sur des numéros un peu grands, on tombe dans des cas comme par exemple f de 3 est calculé 2 fois. Ça c'est 1 et 2. On a f de 2 qui est calculé encore plus de fois. Hein. 1, 2, 3. Et puis f de 1, f de 0, ça c'est pas très grave. Parce que si vous regardez l'algo, il y a juste un if à tester et puis il retourne tout de suite. Mais on a quand même l'appel de fonction qui doit se faire. Okay. Dans le pire des cas, donc f de 5, il appelait je sais pas, 15 fonctions. Donc il a causé des appels en cascade. 14 fonctions. F de 4, il va appeler beaucoup moins. Mais F de 6, si vous pouvez imaginer, F de 6 va appeler F de 5 et F de 4. Et F de 7, il va produire mais vraiment beaucoup plus d'appels parce qu'il doit appeler F de 6, qui va appeler son F de 5, etc. Donc on peut imaginer que l'arbre devient assez grand. Ce qui est intéressant, c'est que ça ne va pas forcément arriver très vite sur un débordement de pile parce que si vous regardez, si on prend le pire chemin, c'est le premier de gauche. Donc ça, c'est le chemin le plus long d'appel récursif ouvert. Ah oui, il n'arrive pas à l'ouvrir. Okay. Du coup, f de 5, dans ce moment, le plus chargé, où il a plus chargé la pile, c'était quand il avait f de 4, f de 3, f de 2 et f de 1 entassés, empilés sur la pile. Quand f de 1 finit, bah, la pile diminue d'une fonction. Ensuite, il appelle f de 0. Et ensuite, ça commence à diminuer jusqu'à ce qu'on arrive sur d'autres chemins qui sont longs. Mais celui de gauche, le premier qu'on explore, c'est celui qui est le plus long. Et c'est pas forcément très long. Ici, le problème, ça va être beaucoup moins la taille de la pile que le fait qu'on va doubler les calculs, notamment f de 3 qui est fait 2 fois et les f de 2 qui sont faits n fois. Et c'est d'autant plus apparente quand on fait f de 6 ou f de 7 ou f de 21 ou f de 256. Il y a beaucoup de calculs redondants. Du coup, il y a la solution plus efficace à cause de problèmes d'appel redondants, c'est de partir sur un algo itératif, par exemple, ou d'utiliser un tableau de stockage temporaire. Et qu'est-ce que je veux dire par ça? Vous pouvez imaginer que vous aviez un petit tableau en mémoire
qui est appelé par chaque fonction quand on fait le calcul. Donc, quand on finit sur un calcul. Donc, au lieu de juste faire bêtement sur return ici, on fait un test. On peut très bien aller voir. On avait dit que ces deux-là, c'est par définition 0 et 1. Et puis, on appelle f de 5, qui appelle f de 4, qui appelle f de 3, qui appelle f de 2, qui appelle f de 1. Et la partie importante va être ici, f de 2, parce que ça va remplacer le cas récursif. F de 2, en premier temps, il va aller consulter la table. Est-ce que tu as déjà calculé f de 2? Non. Et du coup, il va faire son appel récursif pour faire son calcul. Okay? Et du coup, c'est à ce moment-là, vraiment juste ici, avant de faire l'appel récursif. On peut utiliser 2 pour récupérer l'index, aller regarder dans le tableau. Comme elle n'est pas faite, bah, elle va faire l'addition, 1 et 0. Elle va remplir le tableau et ensuite elle va retourner son 1 à f de 3. F de 3, il fait son appel, f de 1 c'est immédiat, etc. Donc il finit. F de 4, il passe sur la droite, on est sur f de 2 encore une fois. F de 2, son but c'était d'aller regarder la table, vérifier si la valeur a déjà été calculée. Dans ce cas, ça a déjà été calculé, donc il n'y a plus ces appels ici, on peut les économiser. Okay? Parce que le tableau est déjà rempli. On revient, on remonte, et puis f de 5, elle va sur f de 3. Quand on était sur f de 3, quand elle a reçu ses valeurs, il fallait que f de 3 remplisse aussi son endroit dans le tableau. Et f de 4 aussi, pour le coup. Du coup, elle avait retourné. Du coup, f de 3, il n'a plus besoin d'appeler les autres parce qu'il va regarder que sa partie du tableau est déjà remplie. Et du coup, on économise. Je vais peut-être garder. On va économiser toute cette partie d'appel ici. Il n'y a plus besoin de le faire parce que les calculs sont déjà faits. Et si, avec un tableau auxiliaire où on va stocker temporairement les valeurs, on peut arriver à une solution relativement efficace sans calcul redondant. Du coup, si on avait f de 6, il aurait appelé f de 5. F de 5, il aurait bien rempli son endroit sur le tableau. Et du coup, f de 6, il appelle f de 5. F de 5, il doit faire le calcul parce que c'est le premier f de 5 qui passe. Il remplit son espace et puis f de 6 appelle f de 4. F de 4, il finit tout de suite parce que 4 est déjà calculé. Okay? Du coup, il va vite et il retourne son 3 et puis 5 et puis f de 6, il va remplir son 8. Et c'est pareil pour les autres. Okay? Du coup, on va explorer une seule fois la chaîne la plus longue. Et si, peut-être, ouais. Si je l'ajoutais. F de 6, dans ces cas-là, il appelle son f de 5, il appelle f de 4. Et f de 4, il va tout de suite retourner sa valeur parce qu'il l'a déjà dans le tableau temporaire. Et si on avait un f de 7, il aurait fait pareil. F de 7 aurait appelé f de 6 et f de 5. Et pas besoin de continuer les exécutions sur f de 5 parce que ça a déjà été calculé. Et donc une façon simple, c'est un tableau de optimiser cet algo-là. C'est le tableau de juste créer un tableau en mémoire globale ou partagée qui correspondent à la taille du problème que vous êtes en train de chercher. On peut calculer cette taille-là parce que comme Fibonacci est plutôt bien, plutôt déterministe, on sait que si on fait une recherche sur n, on a besoin de faire un malloc de la taille d'un tableau jusqu'à n, en gros. On peut économiser quelques cases, par exemple cela, on n'a pas besoin de le mettre sur le tableau, il faut juste jouer sur les indices pour un décalage. Et puis le dernier n, par exemple si on fait f de 7, on n'a pas besoin de le stocker dans le tableau parce que la fonction finie, elle va faire un return. Dans ces cas-là, vous pouvez aussi imaginer dans votre solution, si vous passez le tableau par copie ou si vous passez le tableau par pointeur,
certainement plus efficace de le passer par pointeur. Ok, bah, je vous laisse faire, pour les gens qui regardent les vidéos seulement, faire Fibo récursif optimisé. Okay. C'est encore un devoir, on va voir s'il y a des gens qui le font cette fois. Cette fois, vous étiez pas beaucoup. Ok, on va revenir sur le cours. Ok, celui de Fibonacci, c'est bon. Recherche dichotomique. Donc ça, vous avez déjà fait, je suppose. Est-ce que quelqu'un peut confirmer que vous avez déjà vu, vous gérer un peu la recherche dichotomique avec Monsieur Forget? Ok, très bien. Donc vous savez bien, on part du début du tableau. On cherche à gauche ou à droite. Ça marche que sur les tableaux qui sont ordonnés. Donc on va diviser le problème en deux sur un tableau ordonné. Et on sait qu'à gauche du numéro qu'on a, c'est toujours plus petit et à droite, c'est toujours plus grand. Et ensuite, il faut... on divise une fois, on regarde si on a trouvé, ou si on n'a pas trouvé, on regarde à gauche ou à droite, selon si c'est plus grand ou plus petit. Et puis, on prend cette moitié-là et on redivise. Et comme ça, on a un quart, et puis un huitième du problème, et puis un 16e, jusqu'à ce que soit on tombe sur ce qu'on cherche, soit on finit parce qu'il n'y a plus de place, plus d'espace non visité dans le tableau. Dans ce problème, on a le cas général, qui est le cas récursif. Okay? Ça, c'est l'exploration. Si on n'a pas trouvé l'élément, on va regarder à gauche ou on va regarder à droite. Cas terminal, c'est on a trouvé tout de suite l'élément et puis plus la peine, on confirme qu'on a trouvé. Et la condition de terminaison, ça c'est pour éviter les boucles récursives. C'est si on a exploré tout et que finalement notre index de gauche est plus grand que celui de droite, je sais que je peux pas continuer. Du coup, j'arrête les recherches parce que le numéro cherché n'est pas dans le tableau. Ok. Ici, on est sur la recherche dichotomique et on va utiliser les listes contiguës. Okay. Attention, les listes contiguës, c'était celui qui contenait espace et qui était de type tableau de... Oh, on peut faire int tableau. Et on avait aussi dernier. De type int. Et tout ça, c'était par exemple notre variable L de liste contiguë, qui est quelque part dans la mémoire. Dans ce cas-là, comme vous avez déjà vu, on passe en paramètre la liste, la valeur cherchée, gauche et droite. Et puis, je suppose que vous sauriez implémenter ce code-là avec une liste contiguë. Oui, ce code-là avec une liste contiguë. Okay. Faut choisir si vous passez la liste contiguë en copie, du coup directement, ou si vous passez un pointeur vers la liste contiguë. Typiquement, sur un algo qui va faire quand même beaucoup d'appels, et surtout si la table est un peu large, il faut passer par pointeur. Mais il faut être conscient que quand vous faites un passage par copie, c'est pas très grave, ça va consommer plus de mémoire, mais c'est pas très grave que les valeurs soient copiées, parce que comme la recherche dichotomique ne modifie pas les données, on n'a pas besoin d'avoir un pointeur vers le main pour aller les modifier. Ok. Est-ce que vous voulez essayer de faire le code ensemble ou est-ce qu'on passe à autre chose?
Ok. Ouais, du coup, on sait. Ah, c'est mieux de le faire sur un éditeur de texte. Ça va plus vite que si c'est juste moi qui fais le code. Je vais à Kate. Hum, 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 hum. Du coup, recherche dichotomique, ça doit retourner vrai ou faux, selon si ça a trouvé ou pas trouvé le code. Je n'ai pas préparé le code. Je pensais que vous allez dire non. Du coup, on va essayer. Du coup, pour représenter une booléenne, on va utiliser un int. On avait dit, on prenait en paramètre ouais, elle compte pour dire liste contiguë, pour pas confondre. Et puis, elle, on prend en paramètre la valeur cherchée. On paramètre l'index de gauche et puis l'index de droite. Et je pense que c'est bon. Ok. Il y a quelques conditions. Ici, il faut que sauvegarder le code. On aura la coloration syntaxique dans Kate. Tout le monde arrive à voir ou c'est suffisamment grand? Je peux faire un peu plus grand si vous voulez. Il faut juste en parler. Est-ce que j'ai un autre code? Pour que ça soit un bon code en C, on va même mettre les en tête. Ok, du coup, faut que gauche soit supérieur à droite. Ça, c'est une des conditions. Excuse-moi, plus petite ou égale à droite. Pourquoi? Parce que si l'index de gauche dépasse celui de droite, bah, on va finir. Ok? Et pour savoir... Ouais, donc ça c'est une des conditions. On va avoir une int mid pour dire middle, milieu. 1000. Ouais, mid en anglais. Et du coup, peut-être mettre le commentaire. Du coup, le middle égale à gauche plus droite divisé par 2 avec des parenthèses. Et ouais, ce test de gauche supérieur à droite, on peut le faire en premier sinon. Ok. Comment on retourne vrai ou faux? C'est si la gauche est supérieure à la droite, on sait qu'on n'a pas trouvé l'élément, donc on va retourner faux. Sinon, donc ici c'est calcul du milieu. Ici, si vous regardez, ça peut donner des numéros qui sont pas des entiers. Ça peut donner une fraction. Une division par 2, par exemple, ça peut donner 0,5 ou 7,5, ou ça dépend du nombre d'éléments. Il y a une conversion implicite. On parlait hier des conversions. Ici, il y a une conversion implicite de ce qui devrait être un flottant dans ce qui est un int. Et donc, il va tronquer les éléments qui ne sont pas entiers. Du coup, si on a 7.5 de retour, il va juste stocker 7 dans middle. Ok, du coup,
Une fois qu'on a ça, il faut tester. Espace mid. On va tester si on a la valeur. Et du coup, pour ça, ça va être si x égale à 1. Et c'est là où on va choisir entre... Est-ce que vous voulez un pointeur vers la liste struct contiguë ou est-ce que vous voulez une copie? Et on peut, pour de vous faire plaisir, passer sur un pointeur. Espace. Et du coup, je vais ajuster ici. Et elle ne s'appelle pas liste, elle s'appelle... OK. Du coup, ici, je prends ma variable L qui a été définie ici, qui est une liste. Si x est égal à... Et puis j'accède, comme c'est un pointeur, j'accède par flèche. Je veux, comme on a vu ici, on a espace qui contient les éléments et on a int. Et sur notre dessin, on a stylo. En fait, L n'est pas exactement ce truc-là. On a choisi de faire avec un pointeur. Donc, L est un pointeur vers la structure en haut. Okay. Du coup, cette structure est dans, je sais pas, FA00. Du coup, L vaut FA00. Pour partir de L et arriver à la structure, on peut faire étoile L. Là, on est sur la structure. Pour accéder à un champ, on fait un point sur cet élément-là et puis on peut faire dernier, par exemple. OK? Et puis ça, c'est pareil que L flèche dernier. Du coup, si on tombe sur le cas où on a trouvé l'élément, qu'est-ce qu'on va faire? Là, on fait un return de 1. On a trouvé X dans le tableau, dans la liste contiguë. Et qu'est-ce qui se passe sinon? Tiens, je vais le faire pour ensuite le corriger. Je vais faire notre else. Si on n'a pas trouvé, bah c'est là où on va commencer à explorer. Code. Donc, si la valeur qu'on cherche est plus petite que cet espace ici, on va regarder de gauche. Bien, ici j'ai une proposition. Non, ça va. Retourne 1, c'est bien. J'allais dire retourne mid. Parce que toutes les valeurs différentes à 0 sont vraies par définition. Et mais c'est pas la peine. Retourne 1, c'est bien. Du coup, comment on fait pour regarder de gauche, explorer ensuite la gauche? Bah, on va faire l'appel récursif. On va passer. Donc, qu'est-ce que cet appel prend? Elle prend un pointeur de struct contigu. Et donc, c'est L. Parce qu'on va juste passer le même pointeur. Et du coup, par rapport à notre image, je vais peut-être le faire plus tard. Mais si L, premier L est dans le main, quand le main appelle Dico la première fois, vous voyez que Dico, elle a pas mal de petites variables. Hein? Il va y avoir un L qui va pointer exactement là-haut, parce que c'est une copie. Elle vaut FA00, et puis il y a les autres variables qui sont bien renseignées. Et Dico, il fait un appel à un nouvel Dico, nouveau fonction Dico, qui va aussi contenir L et puis les valeurs de ces variables à lui. Et ce L-là, il va valoir FA... Qu'est-ce qu'on avait mis? FA00. Okay. Du coup, il pointe aussi sur la même structure. Et puis lui, s'il n'a pas trouvé sa valeur, il va aussi faire un appel à Dico. Et du coup, il faut bien voir que c'est pas toute la structure qui est dupliquée, mais il y a quand même la variable L est dupliquée quand même pas mal de fois. Mais chaque fois, c'est local à la fonction qui est ouverte à ce moment-là, qui a été empilée. Voilà. Okay. Du coup,
on va utiliser exactement la même valeur. Ici, on est en train de dire la structure est stockée à FA00. Tu travailles dessus. Donc, on retourne la structure. On cherche toujours la même valeur. Et on peut explorer à gauche ou à droite. Et donc, ici, il faut ajuster. Si on veut explorer à gauche, ça veut dire qu'elle était petite. La valeur de gauche ne change pas. Et c'est la valeur de droite qui va changer. On sait qu'on pourrait envoyer mid pour dire oui, il est dans le milieu, mais c'est le milieu, on l'a déjà testé, donc on va enlever 1. Et ce qui... toutes les valeurs. Oui, la structure X, gauche et droite. Et ça nous retourne un int, donc on peut avoir quelque chose comme ça, int t égale à machin, ou on peut très facilement juste faire un return. Parce qu'on sait que l'exécution ne va pas continuer. Et dans le cas contraire, on peut faire l'exploration de droite. Donc dans ce cas-là, c'est gauche qui avance. Donc lui, il va bien avancer vers le milieu. Et puis la droite reste stable. Il n'a pas changé. Et je pense que c'est ici plus 1 de mémoire. Ouais. Ok. Et ça ressemble à notre code d'ICO. Pas d'accolade, pas d'accolade, pas d'accolade. Moi, je ne suis pas un grand fan de coder sans les accolades. Je vous conseille de les faire. Parce que sans l'accolade, on pourrait supposer qu'on est à l'extérieur. Ouais, je vais vous montrer un exemple. Si je fais ce printf ici, est-ce qu'on est dans le else ou à l'extérieur? Et en fait, il n'y a pas d'accolade, donc le if est dans le else. Le else fait partie de ce if, donc lui, il est bien. Mais ce printf, il est à l'extérieur. OK? Et comme on a plusieurs lignes, c'est pratique quand même de mettre les accolades. Si vous avez une seule ligne, c'est moins grave. Okay? Ceci dit, ouais, je vais le faire pour que vous voyez le code et puis on va corriger. OK. J'ai un return, j'ai un return, j'ai un return. Et puis ici, on n'y arrive jamais. Si jamais le compilateur se plaint parce qu'il y a trop d'if et il ne s'est pas validé qu'on va tomber dans le bon if, vous pouvez rajouter éventuellement un return 0 pour dire faux, j'ai pas trouvé, ou même -1 ou quelque chose pour dire il y a eu une erreur. Ok, le calcul s'est pas fait correctement. Oui. Parfait, merci Loïc. C'est bon comme ça? Ça vous semble... Ouais, nickel. Vous êtes des petits compilateurs. Ok. Ouais. C'est... Ouais, du coup, si tu fais un while, tout ça irait dans... Ouais, même plus. Je pense que le while entoure à peu près tout ça. Ok? Ouais, peut-être c'est les... On aurait à peu près le même code jusqu'à là. Et puis c'est cette partie de code ici qui serait différente. Et c'est cette partie de code qui va être le if. Et au lieu d'appeler dico, ce qu'il ferait, c'est avancer x gauche ou droite. Et puis il reboucle, il reteste. Donc ça serait plus performant. Ok, on n'a pas besoin de faire les appels de nouvelles fonctions. Ça y est. Ouais. Mais, parce qu'il y a toujours le mais. Si jamais vous avez plusieurs processeurs, le truc c'est qu'avec un while, tu ne peux pas diviser facilement en sous-tâches et sous-parties du tableau si tu fais un algo un peu plus avancé. Dans dichotomie, c'est pas très intéressant. C'est déjà très performant. C'est log base de n. Mais sur d'autres types de recherche ou
ça peut être vachement intéressant de décomposer le problème en sous-problèmes. Si tu as un while, c'est compliqué. Parce que toutes les variables sont stockées dans une seule fonction et il faut que tous les processeurs puissent accéder aux mêmes variables. Et là, vous travaillez avec des variables partagées. Tandis que si vous faites des fonctions comme ça, comme on a vu, chaque fonction est là, ses variables indépendantes et qui vont être copiées automatiquement. Et du coup, une fonction, tu peux le balancer sur un autre processeur relativement facilement. C'est beaucoup plus facile à faire ça. Ouais. Ici, dans le cours, ça peut sembler un peu redondant, mais c'est important de s'habituer à comprendre aussi les algos récursifs. Souvent, j'ai des étudiants qui ne veulent pas faire des récursifs parce qu'ils savent que ce n'est pas le plus performant pour la solution qu'ils ont en tête. Mais plus tard, il y a des solutions vraiment beaucoup plus élégantes en récursif. Et on va voir avec les arbres. Okay? Avec les arbres, c'est un cas typique où les algos récursifs sont quand même beaucoup plus agréables à lire et à écrire que les algos itératifs. Ok. Donc, quelques remarques sur un code comme ça. Si vous avez vu ici, ouais, je l'ai fait en haut. Je n'ai pas fait de else comme ça. Parce que, est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. On pourrait avoir un code comme ça, qui est très indenté, et à plusieurs niveaux d'indentation. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on tombe sur un return, le reste du code ne s'exécute pas. Du coup, on n'a pas besoin de l'indenter. Et ça facilite un peu la lecture du code, quand c'est plus à plat. Plus il y a des indentations, plus la lecture devient compliquée, la compréhension de l'algo devient compliquée. Et non seulement ça, plus c'est compliqué à lire, plus il y a des bugs dedans. Et plus c'est difficile à trouver. Donc si vous pouvez, il faut éviter d'avoir des niveaux d'indentation. Okay? Donc comme j'avais au début, j'avais supprimé 1. Sur return là, si ça s'est produit, il n'y a jamais de calcul de mid. Okay. Si je tombe sur le calcul de mid, c'est parce que je sais qu'il y a toujours des valeurs à chercher. Ici, j'ai un autre else et un autre return. Donc, sur return là, on pourrait très bien dire, bah, on a trouvé la valeur. Et donc, pourquoi faire le else? Et puis, on tombe sur un code un peu plus petit. Et je crois que ça saute aussi. Okay. Et là, on a un code un peu mieux. On pourrait aussi supprimer cet else et avoir un code comme ça qui est tout à fait correct aussi. Moi, dans le cas où on a l'avis perso, c'est que sur la nouvelle ligne, c'est peut-être un peu plus propre. Ouais, on s'en fiche. Quand on a un code comme ça, moi, je préfère mettre le else juste pour pouvoir aligner les deux returns. Comme ça, on voit bien que c'est la même fonction à peu près à quelques paramètres près. Okay? Et on peut même aligner les paramètres. Et ouais, moi, je peux faire sur une nouvelle ligne. Voilà, comme ça. Ça me plaît. OK? Quand vous faites beaucoup de tests en début de code, ici, ça s'appelle des clauses de garde. Et ça permet de dire est-ce que c'est la peine de continuer ou pas. Et du coup, c'est mieux de faire des clauses de garde. Et c'est mieux de faire un code où on fait des if et des return en début de code que de rajouter des booleans pour dire oui, j'ai trouvé, non, j'ai pas trouvé. On pourrait aussi imaginer un truc où le même code, hein. Int trouvé, ouais, on va l'initialiser égal à 0. Et du coup, au lieu de faire des returns ici, je ferais trouver égal à 0. Et puis, il faut que ça soit bien dans des if, else, etc. Et ici, j'aurais mis trouver égal à 1. Et ça fait un code qui est bordélique, c'est compliqué à lire. On doit garder en tête plusieurs éléments du code en même temps. Tandis que juste avec les clauses de garde, ça nous permet de contrôler qu'on a le droit de continuer l'exécution. Donc cette partie est bien. Et chaque fois, on voit un return, il n'y a plus d'exécution après les returns. Okay?
Donc ici, c'est les cas généraux. Ici, c'est notre condition de terminaison. OK, on a trouvé l'élément. On peut faire un petit main pour appeler l'algo. Du coup, ouais, int main. Le main, ça serait quelque chose du genre, je définis ma liste. Comment on l'avait appelé? Elle compte. Okay. Si c'était une liste chaînée, j'aurais mis égal à nul. Ici, c'est pas un pointeur déjà. Et c'est une liste contiguë. Du coup, c'est le dernier qu'il faut initialiser. Du coup, j'ai une liste qui a été initialisée. Je peux avoir des fonctions. Ici, j'ai plusieurs fonctions qui vont faire un ajout ordonné. Donc, comme vous saviez, dans un premier temps, la liste est vide. Du coup, le 4. Je suis perdu. Il est où? Du coup, j'ai mon main. Le main contient en variable intérieure liste. Ici, je peux utiliser elle. Je l'appelle liste avec son tableau qui contient les valeurs. Du coup, et dernier. Espace. Zoomer sous. Donc, dernier, je l'avais initialisé à -1. Okay. Quand on tombe sur le premier appel à ajout ordonné, il y a un appel à fonction, etc. Donc, ça, je ne vais pas les faire. On l'avait fait au début, des codes comme ça. Mais on sait bien que bah, la liste est vide, le 4 va là. Quand on ajoute le 17, 17, c'est plus grand que 4, donc on ajoute à la fin. Et quand on ajoute le 5, c'est là où on commence à se dire bah, quel est le bon algo. Donc le bon algo, c'est de dire, je pars du dernier, est-ce que dernier est plus petite que la valeur que je vais ajouter? Et si on dit non, elle est plus grande, on va décaler cette valeur-là. Et puis on va tester. Est-ce que le 4 est plus petite que la valeur que je vais ajouter? Oui, du coup. Ça, c'était top. Du coup, je vais ajouter la valeur ici. Donc ici, ça va être le 5. Okay. Ensuite, je fais le 22. Et puis 22, il va tester. Est-ce que toi, tu es plus grande? Est-ce que tu es plus petite que la valeur? Oui, tu es plus petite. Donc 22. Et puis le 9. Et donc quand je rajoute le 9, bah, je vais regarder. 22 est plus grande que 9. Donc il va être décalé. 17 est plus grande. Donc le 17 est décalé. 5 est plus petite. Donc le 9 est inséré ici. Okay. Cet algo, je suppose que vous sauriez le faire. Ensuite, pour utiliser notre appel à Dico, qu'est-ce que existe? Ouais, existe, c'est bien. Je vais définir une variable existe. Existe va nous dire si on va juste l'utiliser pour savoir si pour faire l'appel à Dico. Donc, on passait
copier ça ici. Du coup, dans l'appel de Dico, on passait le pointeur de la liste contiguë. Donc, on a une liste contiguë dans le main ici. On veut son adresse. Comment je récupère son adresse? C'est commercial. Et puis, la variable s'appelle list. Ensuite, on passait la valeur cherchée. Donc, on peut chercher, par exemple, le 5. Ensuite, gauche et droite. Donc, c'est la première appel. Gauche vaut 0. Et droite, donc c'est pas la taille, c'est là où on a la dernière valeur. Okay? Si notre liste contiguë était un peu plus grande, on aurait quelques vides ici. Du coup, cette dernière valeur est dans le dernier. Ok. Voilà, ça c'est un code, je pense que ça tient la route. Ici, dans Exist, on saura si on a trouvé ou pas l'élément dans cette liste. Et on peut faire un tout petit peu mieux. Et c'est de dire Dico dans la... ouais, peut-être rester ici. Moi, je ne voudrais pas répéter des infos. Donc, pas envie de dire à tous les coups, quand je fais le premier appel, que je vais utiliser 0 et le dernier. On devrait très bien pouvoir faire un code qui dit cherche dans cette liste ce numéro-là. Par contre, notre algo de dichotomie a besoin de ces valeurs additionnelles. Du coup, on va créer une petite fonction de chapeau. On peut même l'appeler dico chapeau. Parfois, vous voyez des codes comme ça en C. Quand c'est l'implémentation qui ne veut pas que tu utilises directement, ils mettent des sous-tirs, souvent en double, comme ça. Ou on pourrait même dire, bah, ça c'est dico l'implémentation. Et du coup, ici, on laisse en dico. Okay. Du coup, l'idée, c'est d'avoir une fonction chapeau. Fonction. Qui me retourne exactement la même chose, qui a à peu près la même tête, mais qui va servir pour initialiser les valeurs. Et du coup, lui, il va faire ça. Il va retourner à partir du vrai algo dico. Il va passer L. Pas besoin de faire l'adresse de L parce que L est déjà une adresse. Elle contient l'adresse de F à 0 de espace, excuse-moi, de la liste contiguë. Et du coup, c'est la même valeur qu'on va passer à dico emblème. Okay? Tandis que ici, on avait liste est une liste contiguë, c'est pas un pointeur, et donc on doit passer l'adresse. Okay? Donc on return L5, 0 et dernier. Et si vous regardez, lui, il sert à initialiser les valeurs de la première, du premier appel. Je pense que c'est masculin, non? Voilà. Et ça simplifie ce code-là parce qu'au lieu d'avoir ça, on peut maintenant juste avoir quelque chose comme ça. Ok. Je pense que ça fait un tour en tout cas de dichotomie. C'est l'heure. 9h15. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Des questions dessus ou on passe sur autre chose? Autre chose. Ok. On avait parlé vite fait au début de définition récursive d'une structure de données. Donc une structure de données qui est définie à partir d'elle-même. Et c'est le cas des listes chaînées. Et du coup, ouais, je peux décomposer. Liste chaînée, c'est soit vide, donc elle n'existe pas, soit elle contient un élément au moins, et puis le reste de la liste.
et puis un élément, le reste de la liste, un élément, le reste de la liste, et ça finit par un vide. Okay? Donc le cas terminal, quand on va travailler dessus, c'est vide. Si la liste est vide, on ne peut pas continuer. L'élément, c'est ce qu'on va tester. Si c'est une recherche, est-ce que l'élément que je cherche est là? Si c'est autre chose, une insertion ou autre chose, bah, on va regarder est-ce que l'élément est plus grand ou plus petit que ce que j'essaie de faire. Et ensuite, le reste de la liste. Et donc, du coup, le cas récursif ou le cas général, c'est le reste de la liste. Donc, la longueur d'une liste, c'est longueur est égale à 0 par définition ici. C'est, ouais, peut-être tout. Longueur est égale à 0 si la liste est vide. Et longueur est égale à 1 plus tous les autres éléments de la liste si la liste contient quelque chose. Okay? Du coup, ça va être notre cas terminal. Une implémentation de cette fonction, c'est assez simple. Hein? On prend une liste chaînée et on va regarder. Si elle est nulle, bah, on retourne 0 parce que nul, il n'y a pas d'élément. Sinon, on va retourner, on sait qu'on a déjà un élément, et donc 1 plus, et ça c'est l'appel récursif. Okay? Donc ça va se rappeler. Plus L de suivant. Donc c'est le reste de la liste. Si vous regardez dans une liste, à 2 éléments par exemple, et mon L initial dans le main qui pointe dessus. Du coup, on va récupérer cette adresse-là, on va regarder, est-ce qu'elle est vide? Non, donc on va compter 1. Parfait. Et ensuite, on va renvoyer cet espace ici. Okay? Dans le deuxième appel, on va regarder, est-ce que c'est vide? Non. Et du coup, on a un 17, on va compter 1 plus, et puis lui, il est vide. Et donc, on va faire l'appel avec nul. Et on va regarder, est-ce que c'est vide? Oui, retourne 0. Donc, on tombe dans un cas comme ça. Et dès que ça retourne son 0, lui, il pourra retourner son 1. Et puis plus son 1. Et lui, il va retourner 2. Okay? Ouais, c'est tout pourri mon dessin. En tout cas, l'algo est pas très compliqué. Est-ce que vous voulez faire cet algo en C ou on passe au suivant? Suivant, ça sort. Un algo un peu différent, qui est aussi récursif, qui n'est pas une structure de données en soi. Ici, on va inverser une suite de caractères. Du coup, on tape sur le clavier. Et ensuite, ça va sauvegarder les éléments qu'on a tapés. Et puis, quand ça les imprime à l'inverse. Du coup, les éléments sortent en sens contraire. Petit pépin ici. Je vois que la vidéo, elle lag beaucoup. Ouais, je sais pas si vous regardez. En fait, mon PC n'est pas assez puissant pour faire tout ce que j'ai envie de faire en même temps. Donc OBS, il bouffe trop de CPU si vous regardez. Et zoom un peu. Mais c'est vraiment OBS. Et OBS, c'est cet outil ici que j'utilise pour mettre plusieurs écrans et tout ça. Et je vois que normalement, il doit tourner à 30 frames par seconde. Et ici, je suis à 15. Et je sais pas trop. Il y a des trucs que je peux enlever. Mais bon. En tout cas, vous m'entendez correctement, non? Même si la vidéo lag un peu, ça se passe bien? Ok. Ah, ok. Ben ça, je peux changer. Est-ce que là, ça va mieux en automatique pour Zoom? Oui, donc en automatique, oui, il baisse de 15%, quelque chose comme ça. Ok, ben n'hésitez pas à me corriger, comme ça c'est mieux. J'ai pas envie d'exploser vos oreilles.
Okay. Du coup, action inversée, c'est très simple. On lit une valeur. Si la valeur n'est pas celui de fin, donc moi j'ai mis un point, mais juste un point quelconque, vous choisissez un caractère, vous refaites un appel, ok, et inversé. Et puis ça va stocker, donc cette variable C existe dans le premier appel d'inversé, et il rappelle un deuxième, un troisième, un quatrième, et puis il y a des nouvelles variables C qui existent dans chaque fonction. Et puis à la fin, quand on lit du bon caractère, au lieu de faire l'appel récursif, on va finir. Et puis, juste avant de finir, il commence à écrire ce qui a été donné. Et du coup, les caractères, ils sont stockés. Donc on écrit, et puis ils sont stockés, et ils sont imprimés en ordre inverse. Un code, je pense que j'ai fourni... Voilà, je fournis aussi déjà le code en C. Et du coup, getChar pour lire du clavier. On va regarder, tant que je n'ai pas écrit un point, ça va stocker les valeurs. Et puis, ça fait l'appel inverse. Du coup, je suis dans le main. Le premier appel à inverse. Inverse a une seule variable C de type char qui est quelque part dans la mémoire. Donc, clairement, ce quelque part dans la mémoire ici, il est sur la pile d'appel. C'est dans la fonction, donc il est sur la pile d'appel. Et première chose qu'on fait, donc c'est un getChar. On peut dire, j'ai lu un W de Walter. OK? On fait l'appel inverse. W est différente que point, oui. Donc on fait l'appel inverse. Et puis, avant de faire un putchar, on est déjà sur le deuxième appel d'inverse. Et donc, inverse, il a sa variable C à lui, de type char. Et du coup, on relie getChar. Je peux faire le A. Et puis, inverse. On va juste faire jusqu'à L. OK, je lis un L, toujours dans inverse. Et puis, je fais un nouveau appel à inverse. Donc, je suis toujours là. C'est un char. Et je décide de terminer le programme. Donc, j'écris un point. Et dans ce C-là, dans ce getChar. Est-ce que c'est différent que point? Non. Et donc, elle va finir. OK? Elle va sauter. Et puis, elle ne fait pas ça, elle sort. Du coup, si lui, il sort, il n'a rien fait. Il revient. Et puis, on tombe sur celui-là. Lui, il était bloqué sur son appel inverse. Et du coup, il fait son putchar. Du coup, sur l'écran, en fait, ce que vous verriez, ça, c'est symbole de terminal. C'est souvent, je ne sais pas si... Ouais, moi, je l'ai... donc, getChar, ça lit du clavier et putchar, ça écrit sur la sortie standard. Du coup, ça va écrire sur le terminal si vous l'avez lancé du terminal. Mais ça peut être aussi écrire dans un fichier si vous avez ouvert un fichier. OK? Du coup, ouais, en fait, pour commencer, premier appel, on avait fait un getChar. Donc, moi, sur le clavier, j'ai écrit un W. Deuxième appel, on fait un A. Troisième appel, on a fait L. Quatrième appel, on écrit point. Okay? Ça, c'est les getChar. Et typiquement, quand vous écrivez sur le clavier, on voit ce qui est écrit. Et les putchar, ce que ça va faire, c'est que ça revient. Et puis, on a l'appel inverse ici. Il va faire le son putchar de L. Et du coup, on va voir un L apparaître. Et ensuite, il revient dans inverse. Il fait le A. Et puis, il revient dans le dernier inverse avec le W. Donc, il va écrire le W. Et puis, il retourne dans le main. OK? Donc, c'est là et là. Et ça, c'est la partie que vous avez écrit. Et puis, ça, c'est la partie des putchars qui ont été rétablis. Et ce code-là, la seule chose qu'il permet de faire, c'est d'inverser une chaîne de caractères que vous avez donnée en utilisant une seule variable. OK? Mais comme vous saviez maintenant, c'est chaque fois qu'on appelle la fonction, il y a une nouvelle variable qui est créée, une nouvelle variable C, et qui est empilée sur la pile. Okay. Ça va pour tout le monde ou vous voulez que j'exécute le code aussi? 6. Non, je pense qu'on passe à autre chose, plus intéressant.
Ok, schéma d'exécution. Ouais, j'ai fait un peu le schéma d'exécution. Du coup, récursivité, conséquence, donc c'est important de le mentionner. Il y a toujours un surcoût à la pile. Donc, quand vous faites vos algos, comme le Fibonacci, il y a souvent des petites optimisations qu'on peut mettre en place pour économiser ou éviter ce surcoût à la pile. Si vous êtes en pure recherche de performance, souvent itératif va être plus performant. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les compilateurs sont assez avancés aujourd'hui. Et si vous faites de la récursivité, c'est les derniers appels que vous faites dans votre code, ou le dernier appel, c'est l'appel récursif. Le compilateur est capable de convertir ton code de récursif en itératif. Du coup, l'avantage, c'est que vous gardez un code qui est souvent plus élégant, plus simple à écrire et à maîtriser, avec le compilateur qui fait le boulot pour vous de gérer la variante itérative. Okay. C'est pas toujours le cas, mais dans une bonne partie des cas, et les exemples qu'on a vus, c'est récursivité en queue ou tail recursive. Et du coup, les compilateurs sont très avancés là-dessus et ils savent les convertir en itératif. Du coup, vous évitez tout ce surcoût d'appel de pile, etc. Il y a un intérêt, du coup, pour faire la récursivité quand on veut de l'élégance ou un code qui est souvent un peu plus simple à comprendre, ou que le problème se prête pour faire une division de tâches, comme on a fait avec recherche dichotomique ou on verra plus tard avec les arbres. Et, ou si on veut distribuer le code sur plusieurs cœurs d'exécution, donc plusieurs processeurs ou plusieurs machines. Voilà. On peut avancer, donc... il me reste comme slide. Oui, il me reste pas grand-chose. Du coup, on a, juste pour finir, une insertion en liste, dans une liste ordonnée. Okay. Insertion liste ordonnée, ça veut dire qu'on veut chercher où insérer l'élément et que ça garde la propriété que toute la liste soit ordonnée après chaque insertion. Et du coup, le cas terminal, c'est si on trouve le pointeur vide, on va insérer l'élément là. Ok? Ça, c'est évident. L'autre aspect, c'est si on trouve que l'élément qu'on essaie d'insérer, donc la liste est composée d'un élément et puis le reste de la liste. On ne va pas dans un premier temps regarder dans le reste de la liste et chaque fonction il regarde l'élément et puis il s'appelle en boucle. Du coup, si l'élément qu'on veut insérer est plus petit ou égal à l'élément sur lequel on va insérer l'élément là, le nouveau, x, ok? Du coup, on aura x plus l'élément plus le reste de la chaîne qu'on n'a même pas regardé. Si x qu'on essaie d'insérer est plus grande que l'élément, du coup, on sait que x doit être inséré plus tard. Et du coup, on insère dans L', donc ça va être dans le reste de la liste. Le code en pseudocode, ça ressemble à ça, mais on peut passer direct dans le code C. Donc ça, c'est une insertion ordonnée, avec l'implémentation d'ajout-tête ici. Pas un grand fan de faire ça, j'aurais dû faire underscore T, mais c'est juste la forme, c'est pas très grave. Je peux expliquer ici. Ok, du coup, on peut imaginer un code void main. Et je vais l'appeler L chaîne, ouais, L chaînée, pour dire que c'est une liste chaînée. La définition de liste chaînée, c'est que c'est toujours un pointeur vers le premier élément de la liste. Et puis, initialisation.
OK. Du coup, dans le main, on va faire des appels à insérer. Et c'est là où on va voir ce qu'on insère. Et la valeur. Donc dans un premier temps, elle est nulle. Donc on sait que le 3 va être le seul élément. Et on peut refaire un insérer avec le truc. Et 7. Et insérer 2. OK. Sur ce code-là, ici, j'ai défini le type list. List est de quel type? Struct, L chaîné, étoile. Okay. Et puis étoile PL. Si vous regardez, on retombe exactement dans le cas de ajout-tête d'hier. On a un double pointeur. Juste là. Pourquoi on a un double pointeur? C'est parce que ici, dans le main, on a la variable, elle est déjà un pointeur. Et on veut que la fonction insérer puisse modifier L. Du coup, elle a besoin de l'adresse de L pour pouvoir le modifier. Sinon, elle n'aura pas L, elle aura une copie de L, comme ce qu'on a fait avec les listes contiguës. Et du coup, ce qu'on doit faire, c'est passer les adresses de L ici. OK? À quoi ça ressemble ensuite en image? On a le main. Il contient, donc c'était L. Quelque part dans la mémoire. Je vais peut-être le faire un peu plus grand parce que... Du coup... On avait défini ici dans le main L. Qui est de type struct. Excusez-moi. Je vais reprendre les noms qu'on avait utilisés avant. Si ça vous convient. Struct, c'est l'étoile L. Qu'on a utilisé hier, non? Struct, cell, étoile, étoile, PL. C'est... Après, ça dépend des types def, etc. Mais moi, j'aime bien ce nom cell, c'est un peu plus clair. Du coup, on a IL dans le main qui est de type struct cell étoile. Donc, c'est le pointeur vers le premier élément de la liste. Et il n'y avait rien d'autre dans le main. Et puis, elle est dans la mémoire. Quelque part. OK. On avait un appel à la fonction insérer. Et du coup, ah oui, au début, on avait initialisé aussi à nul. Donc, dans un premier temps, elle vaut nul. Et puis, il appelle insérer. C'est le premier insérer. Insérer, il contient, il reçoit au moins l'adresse de L et 3. Et du coup, dans cette fonction-là, si vous regardez dans l'implémentation, il y a deux variables. C'est les paramètres qu'on a reçus. Il n'y a pas d'autres variables. Ici, on va voir PL, c'est le nom qu'on a utilisé dans le code ici à la gauche, qui est de type struct, cell, étoile, étoile. Okay? Donc lui, il prend l'adresse d'un pointeur de structure cellule. Et c'est pareil, il est quelque part dans la mémoire, mais c'est pas lui qui nous intéresse le plus. Et on avait, c'était 3, c'est ça le premier numéro? Et 30. Oui, 3, 7, 2. Ok. Du coup, on avait un int ici, c'était x. De type int qui est pareil quelque part dans la mémoire qui vaut 3. Dans la première appel, ici dans... Ça c'est la première.
ici, je vais mettre les points virgules. Ici, on avait dit que l'adresse de L est BA04. Okay? Du coup, L vaut nul, mais l'adresse de L est là où cette nulle est stockée en mémoire, c'est BA04. Et c'est ce qu'on passe à insérer. Du coup, c'est le BA04 et c'est là où c'est la clé. BA04 dans insérer. Ce BA04 nous permet, à partir de insérer, d'aller regarder dans le main et ensuite de modifier la liste. Et on doit la modifier parce que si vous regardez, elle vaut nul. Et dès qu'on ajoute un élément, ça va changer. Du coup, on va essayer d'ajouter le 3. À quoi ressemble le code? On va tester. Est-ce que, si vous vous rappelez du pseudocode qu'on avait vu juste avant, okay. Si la liste est vide, on insère l'élément tout de suite. Si la liste contient des éléments, on doit regarder si l'élément qu'elle contient est plus grande ou plus petite que la valeur qu'on insère. Du coup, premier test. Étoile PL égale à nul, oui ou non? Et donc PL vaut BA04. Étoile PL, donc étoile, c'est ça nous permet d'aller regarder L. Et puis PL, c'est nul. Okay? Donc étoile PL vaut nul, oui. Du coup, on ne va pas exécuter ce code-là. Si vous regardez, ce code en plus, si on l'exécutait, il accède au champ valeur pour essayer de faire le test. Et ça ferait planter le code de toute façon. Mais on sait l'ordre des fonctions qu'on passe dans une comparaison est importante. Donc la gauche est faite dans un OU. Si c'est vrai, on ne fait pas l'exécution du code de droite. Du coup, c'est vrai et on appelle ajout-tête PL de X. Comme vous vous souvenez, ajout-tête, comme on l'a déjà fait, donc je ne vais pas le refaire. Mais du coup, ce qui se passe, c'est que je vais avoir ici ajout-tête qui reçoit, lui, pareil, PL. Il aura aussi X et la valeur ajoutée. Et du coup, PL, si vous regardez, quand on fait l'ajout-tête, c'est exactement la même valeur de PL d'insérer. Okay? Donc, c'est le BA04. Donc, on n'a pas passé l'adresse de PL, ça ne nous intéresse pas. On n'a pas passé la valeur de L qui est là-bas, on passe directement PL. Donc, BA04 est copié dans la fonction là-bas, et puis le 3, c'est pareil, est copié. Regardez ici, il y a le 3. Parfait. Du coup, ajout-tête, vous saviez, il va ajouter à cette adresse-là, il va créer une cellule et il va insérer le 3. Du coup, je vais créer la cellule ici. Du coup, il va créer une cellule qui est A000, qui est quelque part dans la mémoire, l'initialise à 3. Ça va copier la valeur qui existe dans la chaîne actuelle. Donc, en ce moment, c'est nul. Et puis, comme elle a accès au main, BA04, elle va aller regarder ici dans le main. Et du coup, ce nul-là, elle est mis à jour. Et maintenant, elle vaut le premier élément de la liste. Je pense que je peux effacer avec le petit. Du coup, il vaut le premier élément de la liste qui est A000. OK? Donc, du coup, ajout-tête fini. Et puis, insérer fini. Vous regardez, c'est ajout-tête et ensuite il y a un else, donc c'est pas exécuté, elle finit. Puis on revient dans le main. Dans le main, on avait fait un inséré de 7 cette fois. Du coup, le main, il va appeler nouvelle. Donc, ça, c'était fini, ça, c'était fini. Toutes ces variables-là sont perdues. Il appelle une deuxième fois inséré. Inséré contient PL. Quelque part dans la mémoire, PL vaut BA04. Ce B1 04 que j'ai fait. Et puis elle a X.
x vaut 7. C'est ce qu'on essaie d'insérer. Et donc ça c'est inséré. On va regarder le code. BA04. Donc, est-ce que étoile PL vaut nul? Donc, PL vaut BA04. Étoile PL, donc on va déréférencer, on va là-bas. Elle vaut A000, c'est le premier élément de la liste. Du coup, elle ne vaut pas nul. Tout ça, c'est faux. Ou est-ce que X est plus petit ou égal à? Et puis, on va déréférencer PL et regarder la valeur. Donc ici, ça suppose que dès qu'on fait étoile PL, on tombe sur un pointeur vers une cellule. Est-ce que c'est le cas? Du coup, BA04, étoile, on est ici. On est sur A000, flèche, donc on va déréférencer et partir là-bas. Là, on est sur la cellule. Si on est sur cette cellule, est-ce que la valeur de cette cellule est plus petite ou égale au 7 qu'on essaye d'insérer? Et puis non, c'est pas plus petite ni égale. Du coup, ça c'est faux ici. Et on passe dans le else. Ok. Else, c'est insérer avec étoile PL de suivant et on récupère l'adresse de ça. Donc ici, on va être un peu imaginatif. On appelle insérer une deuxième fois. On va voir PL. PL. Qui vaut toujours BA04. Si vous regardez le code. Excuse-moi. Voilà, je dis n'importe quoi. Celui qu'on va deviner. PL est toujours de type struct cell étoile étoile. Et puis la valeur qu'on essaye d'insérer. Donc X qui était 7 de mémoire. Ouais, c'est le 7. Ok. Qu'est-ce que PL vaut? Si vous regardez, faut essayer de déchiffrer ça. On va commencer par la variable. Si vous regardez, il y a parenthèse. Donc, parenthèse, la priorité, c'est étoile. Donc, on est sur BA04 ici. On est dans la première fonction insérée. Étoile, A004. Okay? Sur ces deux-là, priorité sur les flèches avant de faire le hack commercial. Donc, c'est un peu comme si vous aviez une parenthèse supplémentaire ici et là. Du coup, flèche A0004, c'est flèche et on est sur la structure. Et ensuite, on accède au champ suivant. Donc, c'est cette partie de la structure ici. OK? Quelle est son adresse? Bah, son adresse est A000 plus tous les trucs qui sont arrivés avant. Donc ici, c'est environ, après c'est les compilateurs, ça peut changer, mais environ A004, supposons que les ints sont de 4 bytes. OK? Donc ensuite, on est sur, ouais, peut-être bien clair. Sans le hack commercial dans le code, on avait la valeur de nul. Mais comme on veut l'adresse de suivante, c'est ce qui est appliqué à la fin, on va récupérer l'adresse de cette partie, juste. Okay? De la variable qu'on va ensuite modifier. Du coup, A004. Et à partir de là, on va regarder le reste du code. Donc, on est sur un nouveau appel d'insérer. PL vaut A004, X vaut 7. Est-ce que étoile PL égale à nul? Donc, PL vaut A04. Étoile, on est sur la cellule. Et puis étoile PL vaut nul. Oui, elle vaut nul. Donc, ici, c'est nul. Et on passe tout de suite dans ajout tête. Comme vous saviez, il y a un appel d'ajout tête qui revient. Ce que ce ajout tête va faire, c'est qu'il reçoit la nouvelle adresse. Il reçoit A004. Il va nous créer une nouvelle cellule en mémoire dans le tas. Il va l'initialiser avec 7. Il va copier la valeur existante ici de nul vers ce truc-là. Nul. Et ensuite, il va modifier cette case-là. Il va le faire pointer ici. Okay. Donc, je vais mettre la valeur B000.
Je vais effacer le bordel que j'ai fait là. Et du coup, il le met... Ouais. Il la met à jour. Okay? C'est le même fonctionnement qu'on a déjà vu pas mal de fois. Ça finit. Du coup, la fonction finit. Et puis, celui-là finit. Ensuite, on avait inséré 2. Vous voulez faire 2 ou 4 pour essayer de tomber au milieu? Ouais, parce que... Ouais, peu importe. On va faire 2. Du coup, cette fonction, elle était finie. Puis celui-là, il est fini. Ils sont libérés de la mémoire. Nouvel appel. Là, on est à peine ici, sur la 3e. On va faire insérer. Puis il y a toujours PL. Ah ouais, pas joli. PL. Qui a donc... c'est important de le voir. PL, c'est l'adresse de L dans le main. Parce que potentiellement, elle sera modifiée. Donc, elle est... C'est clairement l'adresse BA04. Ok? Toujours la même adresse. Et... Désolé. Elle est quelque part dans la mémoire. Peu importe où elle est. Et on a X et la variable. On était en train d'insérer un 2. Du coup, toujours fonction insérée. Du coup, on va regarder le code. Étoile PL égale à nul. Donc, PL vaut BA04. Étoile PL, on va dans le L. Est-ce que A000 est égal à nul? Non. Et du coup, ça c'est faux. Et ensuite, on va regarder. X vaut 2. Donc, est-ce que 2 est plus petit ou égal à étoile PL de valeur? Donc, on est dans PL BA04. Étoile PL, c'est A00. Flèche valeur. Donc, on va aller regarder. Donc, A00, c'est cette cellule-là. Valeur, c'est 3. Donc, c'est ce 3-là. Est-ce que 2 est plus petite que 3? Oui. Et du coup, on va faire un ajout tête. OK? Du coup, il y a toujours la même appel ajout tête ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce ajout tête, il a toujours l'adresse BA04, parce que ça n'a pas changé. C'est là-bas qu'il va modifier. Donc ça, c'est son PL. Et puis là, son int 2 qui va essayer d'insérer. Et ce qu'il va faire, c'est il va créer une nouvelle cellule. Il peut être quelque part dans la mémoire. C004, j'ai mis. Il va l'initialiser avec 2, qui est la valeur qu'on va ajouter. Et ensuite, il va récupérer la valeur de l'endroit où il va remplacer. Il va l'insérer là. Et du coup, L vaut A00. Il va il la récupère. Il l'insère là. Et pour finir, il vient ici dans L. Et il va dire, bah, maintenant, tu ne vaux pas la cellule 3. Tu vas pointer sur la première cellule, qui est la nouvelle cellule, qui est le 2. Wow. Phénoménal. Vous avez vu la qualité de mon effaçage. Et du coup, BA04. Et du coup, ce qu'il va faire, c'est il va insérer le... qu'est-ce qu'on avait mis? C004. OK? Et maintenant, notre liste chaînée contient 3 valeurs. La première, c'est C004, donc c'est le 2. Puis la deuxième valeur, c'est le 3, parce que le suivant pointe sur le 3. Puis le suivant à lui pointe sur le 7 là-bas. Et puis le 17, ça va faire, donc dès que ça finit, ça finit, ça revient. Le 17 va faire plusieurs appels. Okay? Ça vient à la fin. Et du coup, il va tester. Et puis, il va dire 17 est plus grand, 17 est plus grand, 17 est plus grand. Il va tomber sur un nul. Et il va faire le même ajout tête qu'on avait fait avant.
Et ça va finir par créer le 17. Ça va copier cette valeur de nul ici. Et puis 17 peut être F011A, donc il est quelque part. Donc il va mettre le F011 ici. Et on aura toute la chaîne. Ok. Du coup, vous voyez bien que dans le pire des cas, comme le 17, on a appelé insérer une fois et on a testé si le 2 était, si ça méritait d'être là. Puis on a appelé insérer une deuxième fois, puis une troisième fois, puis toutes les fois nécessaires jusqu'à arriver à la fin. Et dans le pire cas d'exécution, une insertion ordonnée sur les listes chaînées, c'est de la complexité de n. On est obligé de parcourir un à un tous les éléments de la liste. Dans le meilleur cas, c'est comme quand on insère le 2, c'était ordre de 1, c'est instantané. Instantané. C'est 3 ou 4 petites opérations, mais c'est de l'ordre constant. Okay. Je pense qu'on va laisser là. Je ne sais pas si vous avez des questions sur l'exemple ou sur autre chose d'aujourd'hui. S'il n'y a pas de questions. Parfait, merci Clément. Est-ce que les gens ils ont rempli le sondage? Clair, pas clair? Oui. Ah oui, donc c'est bien, c'est bien. J'ai hésité à dire est-ce que je sauvegarde et je les mets en ligne. Mais du coup, vous avez l'air content. Ça serviront... Ouais. Pas forcément à vous. Oui, à vos collègues. Et personne... Ah oui, une personne se sent concernée, donc il participe pas parce qu'il est sauvegardé. Voilà, la CNIL. J'ai des potes à la CNIL. Faudrait que je vous fasse signer des documents qui permettent de sauvegarder votre voix, etc., etc. Un jour. Et pensez-vous que ces vidéos peuvent remplacer des CM? Ouais, moi c'est pareil. Je pense pas que ça remplace les interactions. Mais du coup, cette question était orientée si dans le futur je faisais des vidéos, mais bien. Parce qu'il y a même un service qui fait des vidéos à l'université. Ils ont des équipements un peu plus professionnels et puis ils vont t'aider à les éditer. C'est surtout un travail d'édition qui manquerait. Et puis peut-être éviter de saturer le son. Et du coup, supposons qu'on avait des bons vidéos, ma question c'est est-ce que ça mérite le temps, parce que c'est une dépense énergétique assez large, de dire je fais les vidéos, vous regardez les vidéos chez vous, et ensuite quand vous venez en cours, on travaille que des exos et que des questions que vous aviez, des trucs que vous n'avez pas compris. Et donc ça s'appelle la pédagogie inversée, parce que au lieu que ça soit l'enseignant qui vous apprenne directement, c'est vous essayez d'acquérir les connaissances à côté, et puis l'enseignante, il va intervenir pour vous orienter et corriger ce que vous n'avez pas compris. Mais ça demande un peu plus d'autonomie. Donc, au lieu d'être juste devant l'enseignant en salle, il faut travailler chez vous un peu, regarder les vidéos ou les exos qui sont à faire, et ensuite la salle, ça sert à corriger. Ok. Alors, du coup, je vais finir le polling. Bon, je vous remercie. On se voit demain en TD. Du coup, on se trouve sur Discord. Vous créez les 5-6 salles et vous répartissez demain matin. Si des gens ne sont pas là et que vous vous êtes mis d'accord pour être en équipe et qui ne sont pas là et que vous les attendiez, etc., bah, dommage. Vous alignez les équipes. Il faut que ça soit la même quantité de personnes dans chaque équipe. OK? Et demain, on va regarder ensemble. Sur mon site web, il y a le sujet de TD. Je vais vous envoyer directement le lien. Vous démarrez, en fait. On peut essayer de faire un petit point global sur une des salles, etc. Mais vous démarrez tout de suite sur les TD. Vous essayez de les lire. Et puis, moi, je vais sauter entre les salles et, pour vous aider et puis répondre aux questions. Okay? Voilà, donc n'attendez pas que ce soit feu vert, démarrage, etc. Je vais essayer de faire une petite passe vite dans toutes les salles pour dire bonjour et puis voir les trucs bloquants. Et puis, si vous avez des questions, vous pinguez sur la chaîne partagée de PA. Et puis, j'essaie d'aller vous voir rapidement. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.